Alors le masculin et le féminin en Inde, vaste question. Mais enfin, en même temps, vaste question et en même temps très, très facile d'y répondre, en tous les cas au niveau des principes. Peut-être pas au niveau des pratiques, qui elles sont très complexes. Mais au niveau des principes, c'est très simple, c'est un peu comme dans les religions du livre en question, dont on parlait tout à l'heure. Les hommes et les femmes sont dans un statut parfaitement asymétrique. En vertu du fait que, en tous les cas, ce sont les textes sacrés qui le disent, qui sont repris après par les exégètes. Et les femmes sont impures, tout simplement, à cause de leur capacité de fécondation, à cause de leur cycle menstruel. Et cette impureté qui n'est pas permanente, contrairement à celle des intouchables, fait qu'elles sont inférieures aux hommes. Inférieures aux hommes par leur statut, leur être même est inférieur aux hommes. Donc, cette différence va conditionner un nombre considérable de pratiques qui font que l'on retrouve cette asymétrie statutaire dans beaucoup de circonstances et de phases de la vie. Quelle est la place de la femme dans la famille, dans l'Inde? Ah, place de la femme, ça dépend des parents quand même. On ne peut pas dire, pas comme en Europe ici, et la place de la femme, elle a toute liberté de décider les choses. Mais alors qu'en Inde, non, ça ne passe pas. Et surtout dans le cadre de mariage, quand on compte là, dans le cadre de mariage, on voit très bien que les parents qui décident le mariage pour la fille. Et en cas où un enfant ne se marie pas, dans le cas de ma soeur, à cause de maladies qu'elle avait auparavant, elle ne s'est pas mariée. Et elle a resté, même si elle a le boulot, elle gagne assez bien l'argent, mais elle doit rester dans la famille. Elle ne peut pas fonder un studio pour elle, c'est ça, c'est impossible. Il faut qu'elle vive avec ton papa. Non, papa. Oui, oui, même on peut dire, dans le cas où mon papa n'est pas là, alors elle doit vivre avec mon frère. Parlons du mariage, qui est quand même l'événement central de la vie en Inde. Les gens adorent se marier en Inde, comme vous savez. Shadi, shadi, shadi. Eh bien, le mariage, qui est encore toujours un mariage arrangé, avec quelques changements par rapport à ce qu'il était, puisque avant, la fille et le garçon ne se connaissaient pas, le choix était fait par les parents, enfin bon, ça a beaucoup changé. Maintenant, les partenaires se rencontrent, s'évaluent, se rencontrent parfois accompagnés d'un chaperon d'ailleurs. Enfin, s'évaluent et éventuellement peuvent refuser le choix qui leur est offert par les parents. Parce que ce sont toujours les parents qui sont vraiment les grands instigateurs de ce contrat, de ce mariage. Mais enfin, malgré cela, malgré le fait que bon, il y ait une partie de choix, on peut dire, qui s'est introduite, malgré cela, quand même, on se marie. Quand on est un homme, on choisit une femme qui est d'une caste inférieure à la sienne, une femme plus petite de taille que la sienne, une femme moins diplômée, moins cultivée, très proche au niveau des intérêts, au niveau d'un tas de choses. Mais enfin, il y a une infériorité qui est présente. Et il faut qu'elle soit là. La grande revendication, si vous voulez, ça c'est Mira Nahir avec Le mariage des moussons, vous vous souvenez de ce film. La grande revendication dans son film, enfin elle l'a dit explicitement, c'est qu'enfin on peut parler du mariage arrangé, parce que le mariage arrangé se fait avec amour. Donc c'est cette espèce de combinaison extraordinaire entre l'amour et l'arrangement. Et bon, il semble que ça marche, et que les hindous eux-mêmes y croient. En Inde, les fiançailles existent, mais avec l'accord des parents. Une fois que on s'est fait, le fiançailles c'est fait, alors ils ont la liberté de parler de temps en temps au téléphone ou écrire quelques lettres. Quand il y a des occasions, ils se retrouvent seulement parler. Mais jamais ils restent ensemble, jamais ils sortent ensemble
avant le mariage. Et les hommes et les femmes, ils ne partent pas ensemble. C'est un type de tabou même, hein, quelquefois. Oui, un tabou. Et parce qu'on ne donne pas bon exemple aux enfants. Ils vont se déranger en regardant l'intimité de mari et femme devant ses enfants, un tabou pratiquement. Bon, pour revenir un peu au mariage, la dot existe-t-elle encore et comment ça fonctionne? Alors la dot existe beaucoup, c'est une épidémie d'après les anthropologues indiens qui ont étudié la question. Elle a complètement remplacé ce qu'on appelait autrefois le bride price, qui était une prestation matrimoniale qui s'accomplissait de la famille du marié à la famille de la mariée. Alors qu'aujourd'hui, la dot, bien évidemment, c'est la famille de la mariée qui paye donc la famille du marié. C'est devenu une pratique absolument complètement répandue dans toutes les castes, apparemment dans toutes les couches sociales indiennes. Son prestige est lié au fait que c'était une pratique des hautes castes, autrefois, surtout. Et donc, comme vous savez, les basses castes ont tendance à imiter les hautes castes. C'est ce qu'on appelle le phénomène de sanskritisation. Donc les basses castes imitent les hautes castes, et donc voilà, la dot est là, et tout le monde s'endette, et c'est épouvantable. Quand une fille se marie, elle quitte vraiment le domicile maternel, elle ne reviendra pas, elle appartient vraiment à la belle famille, dont elle va prendre le nom. Très souvent, même le mari la rebaptise, lui donne un autre prénom, pour que son identité antérieure disparaisse complètement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très prégnant. Enfin, bien sûr, les filles peuvent revenir dans leur famille maternelle quand elles accouchent. Dans certains États, ça existe, mais pas toujours. On appartient vraiment à la belle famille. On est censé, d'ailleurs, faire des fils pour pouvoir prolonger la lignée et le nom de la lignée. Si vous voulez, le sexe ratio a baissé, donc on s'est rendu compte de cela lors du dernier recensement en 2011. On est aujourd'hui à 914 filles pour 1000 garçons, alors qu'en 1900, je crois que c'était 970 filles pour 1000 garçons, donc c'est vraiment très grave, c'est un grand problème. Et c'est vraiment les pays du Nord, en fait, et particulièrement les pays riches du Nord, le Punjab, etc. Le grenier à blé de l'Inde, en fait. Là, les familles sont riches, il y a des terres, etc. Donc on veut des garçons, on supprime les filles. Alors bien sûr, on supprime les filles à cause de la dot, et aussi parce que le garçon va hériter, contrairement à la fille. Bien évidemment, la loi dit que tout le monde hérite, mais les filles n'héritent pas. Et enfin, le garçon est celui qui assure les rites funéraires du père. C'est quelque chose de très très important. Pourtant, on est dans un pays qui a été gouverné par une femme, qui est un immense pays. Alors, c'est quand même assez étonnant, ce paradoxe, un paradoxe de plus à l'indienne. C'est pas un paradoxe en fait, parce que toutes les femmes, si vous voulez, de ces pays du tiers et du quart-monde, elles viennent de familles qui détenaient le pouvoir, donc voilà. Et en général, on les met en place politiquement parce qu'on pense qu'elles vont être comme des cruches, qu'elles n'auront aucune autorité, qu'on pourra se jouer d'elles. Ce qui n'a pas été le cas d'Indira Gandhi, qui s'est révélée être vraiment une grande femme d'État. Et il y a des grandes féministes indiennes? Ah oui, beaucoup, dans toutes les villes, dans toutes les... Il y a des ONG, dans les partis politiques, il y a des fractions qui sont vraiment organisées, si vous voulez, autour des problèmes des femmes. C'est très très présent. Et aussi à l'université, au plan intellectuel, elles sont très présentes et très actives. Elles sont parvenues à ce que l'Inde, à ce que les Indiens prennent conscience de leurs problèmes, des questions qu'elles devaient affronter. C'est une prise de conscience qui est lente, mais enfin qui est en train de s'accomplir, je crois. Elles sont parvenues par ailleurs à produire tout un arsenal de lois qui protègent les femmes, qui est absolument admirable, qui est en avance sur beaucoup de pays. Le problème étant que ces lois ne sont pas toujours, évidemment, administrées, appliquées. Oui. Il y a des quotas, voilà. Il y a des quotas dans les conseils de village ou dans les conseils de quartier. Dans les villes, c'est pareil. 30% des femmes sont obligatoirement élues
dans ces assemblées de village. Et ça change beaucoup les choses, parce qu'autrefois, ces assemblées de village, bien évidemment, étaient complètement masculines. Et bon, voilà, les problèmes ne se posent pas de la même manière pour les hommes et pour les femmes, et les réponses non plus. Et donc les femmes sont maintenant entrées très très massivement dans les panchayats, ce qu'on appelle les panchayats, et elles font un travail formidable. Elles s'occupent de l'eau, effectivement, elles s'occupent de l'éducation des enfants, enfin voilà. Elles prennent soin de la vie ordinaire, on va dire. Est-ce qu'une femme va pouvoir avoir un poste de pouvoir en entreprise et se retrouver après dans une position différente dans son foyer ? C'est-à-dire qu'une femme qui sort de l'ordinaire, on va dire, une femme qui arrive à monter une entreprise, à lancer une entreprise, a forcément d'abord des connaissances et puis une autorité. Et une femme qui fait preuve d'autorité en Inde, c'est quand même quelqu'un qui est en général très respecté, parce qu'il y a les modèles de déesses puissantes, etc., qui font que bon, si une femme est au-dessus de la mêlée, se place au-dessus de la mêlée, peut-être que quelque chose de divin l'atteint. En tous les cas, il y a un respect extraordinaire pour une femme qui a de l'autorité, c'est sûr. Indira Gandhi, entre autres, elle avait de l'autorité. Enfin, elle a fini par se constituer une autorité, et ça a été reconnu très très vite.